Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du colloque Les femmes qui dérangent que le Millennium organise en collaboration avec la Fondation Henri Lafontaine et l'Organisation internationale de la francophonie. Alors nous allons commencer avec un peu de retard, désolé, nous avons eu quelques soucis. La deuxième session de ce colloque qui sera présidée par Cécile van der Pelen. Cécile van der Pelen est professeure d'histoire à l'Université libre de Bruxelles et ses travaux portent sur l'histoire du catholicisme dans ses dimensions anthropologiques et culturelles, la sexualité, le rapport au corps, à la foi, à la littérature et aux arts. Elle est membre du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB et elle est également impliquée dans l'histoire du genre et des femmes. Elle co-préside depuis 2017 le Centre d'archives pour l'histoire des femmes, le CARIF à Bruxelles. Je lui cède tout de suite la parole. Beaucoup. Encore toutes mes excuses pour mon retard. Mon train avait été supprimé. Voilà, eh bien nous commençons en beauté avec Fanny Bugnon, qui est historienne contemporanéiste, qui est prof à Rennes, à l'université de Rennes, réputée pour ses excellentes historiennes. Alors c'est une spécialiste de l'histoire des femmes évidemment, et particulièrement, et ça c'est ce dont elle va nous parler, l'histoire des femmes terroristes, mais elle travaille aussi sur les mobilisations politiques des femmes. Mais ce n'est pas ce dont elle va nous parler aujourd'hui, et je lui cède immédiatement la parole et la remercie beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de femmes qui évidemment ont dérangé. Je commence avec un sujet un petit peu brûlant peut-être pour un début de matinée. En préalable, je dirais de toute façon que les hommes aussi, dont je vais parler de manière très marginale ce matin, ont aussi dérangé, mais nous allons voir que ce caractère dérangeant est éminemment sexué et différent entre les hommes et les femmes. Et je commencerai avec une phrase prononcée par l'avocat général dans son réquisitoire lors de procès de membres d'une organisation qui s'appelait Action Directe dans les années 1980. Et c'est un procès suite à l'assassinat du patron de la firme automobile Renault, qui a été assassiné en novembre 1986 à Paris. Et les mots de l'avocat général sont les suivants. « Le plus horrible, le plus choquant, c'est que les tueurs soient des tueuses. Deux jeunes femmes passionnées, déterminées, en apparence insensibles et qui n'ont pas agi pour des raisons personnelles, mais uniquement pour abattre ce qu'elles appellent un symbole. » Alors, ces mots ont une résonance particulière. Nous sommes donc en 1989 lorsque ces mots sont prononcés au tribunal de Paris. Mais ils résonnent avec ceux qui ont été prononcés à l'encontre d'autres femmes impliquées dans d'autres contextes, à d'autres époques, dans des mouvements qui ont fait de la violence un outil politique. Et ces mots illustrent ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est-à-dire la façon dont la violence politique des femmes est perçue comme une énigme sociale. Une énigme sociale qui va à rebours de l'économie générale de la violence, dans laquelle les femmes sont plus généralement victimes et les hommes les plus souvent auteurs. Et la présence de femmes dans les rangs d'organisations violentes a toujours interpellé les commentateurs, les policiers, les juges, les psychiatres, les psychologues également qui ont pu être convoqués, et tous et toutes, tous, le plus souvent d'ailleurs, partagent cette réaction de considérer la violence des femmes comme une énigme sociale. Donc on peut poser la question, et c'est l'objet de mon propos ce matin, pourquoi une telle réaction et qu'est-ce que trouble finalement la violence politique des femmes ? Alors pour penser cette violence politique des femmes, je vais vous montrer un certain nombre d'images, dont certaines ont un caractère plus ou moins spectaculaire, mais il n'y aura rien de sanglant, je vous rassure, hein, on n'est pas dans une terreur spectacle, même s'il y a une dimension mise en scène, mais ce n'est pas l'objet en tout cas de mon propos aujourd'hui. En tout cas, il y a une dimension qui résonne avec la question de l'accès des femmes à la violence légale, en fait, de manière très nette, et avec des résonances anthropologiques autour de l'accès aux armes et l'accès au pouvoir de violence. Et pour reprendre les mots d'une anthropologue italienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paola Tabet, le jeu se joue entre qui a les armes et qui ne les a pas. Et
la construction de la citoyenneté en France, mais pas seulement, s'est construite justement autour du contrôle des armes et de l'accès légal aux armes, que ce soit via les forces armées ou via les forces de police. En France, les femmes ont été interdites des armées en 1793, sous la Révolution française, la même année où on a fait fermer les clubs politiques féminins. Et on a exclu du coup de cette dimension politique, mais aussi de citoyenneté en armes, les femmes. Et c'est ce socle de la Révolution française qui va déterminer, je pense, en grande partie ce qui va se jouer ensuite. J'ai, pour préparer cette communication, travaillé sur un corpus de presse, de 3000 articles de quotidiens et d'hebdomadaires français, et je vais essayer de dessiner 4 pistes pour cerner les perceptions contemporaines de la violence politique exercée par des femmes dans différents types d'organisations, pour essayer aussi de dessiner le poids de l'impensé masculin. Et je ferai un petit focus sur 2 cas sur lesquels j'ai tout particulièrement travaillé. Alors, pas la Belgique, mais il y aurait des choses à dire aussi peut-être du côté des cellules communistes combattantes, mais nous allons être dans la même période, donc il y aura peut-être des échos aussi pour vous, mais plus particulièrement du côté de la France et de l'Allemagne, c'est-à-dire d'Action Directe pour la France, qui est active entre 1979 et 1987, et la fraction Armée Rouge, qui est active en Allemagne de l'Ouest, puis réunifiée, entre 1970 et 1998. Pourquoi je fais ce choix-là ? Parce que ce sont des organisations qui convergent du point de vue de leur identité politique, dans une perspective anti-impérialiste, qui se définissent comme des communistes combattants, qui vont opter pour le même type de méthode, le même type de cible, mais avec des dissemblances importantes. Le nombre de personnes impliquées n'est pas la même, la longévité des organisations n'est pas la même, mais l'écho social de ces 2 organisations est construite en miroir, et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis ces 2 organisations ont fusionné, entre guillemets, en tout cas ont travaillé ensemble dans la 2e moitié des années 1980. Alors pour comprendre l'hypertrophie du regard sur la violence féminine qui m'intéresse aujourd'hui, eh bien, le premier point de mon propos, c'est de considérer qu'au-delà des normes pénales, eh bien, il y a la question des normes de genre. Et je pense que c'est vraiment fondamental pour mesurer le traitement spécifique dont on fait l'objet, et je pense font toujours l'objet les femmes engagées dans des mouvements violents. Et il y a une double zone d'ombre, à la fois dans les travaux d'histoire qui pendant longtemps ont renvoyé soit à l'invisibilité, soit à l'exceptionnalité ces femmes, et puis aussi du côté de la violence politique où l'impensé masculin est resté très longtemps prédominant. Ce n'est pas spécifique à la violence, c'est aussi d'une manière générale dans tous les espaces où s'exerce la violence et où le pouvoir. Donc, celles qui m'intéressent aujourd'hui, elles viennent conjuguer plusieurs dimensions, la question de l'engagement, la question de l'action politique transgressive, en dehors des bornes de la légalité, mais aussi qui s'inscrivent d'un point de vue juridique dans le champ de la criminalité. Et je pense, pour réussir à les penser d'une manière pertinente et un petit peu dépassionnée, il y a peut-être 3 préalables qui sont nécessaires à être posés, en tout cas pour penser la violence politique des femmes. Ce premier préalable, c'est de essayer, c'est un exercice mental peut-être un petit peu difficile, mais de sortir du masculin comme point de référence. Sortir du masculin comme point de référence qui renvoie la violence des femmes à une forme d'exception insaisissable. Deuxième préalable, il faut penser l'historicité des phénomènes violents et de leur qualification. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de violence politique ? Ce ne sont pas des actes qui sont liés à des pulsions intemporelles, universelles ou anhistoriques, mais à chaque fois situés dans un contexte spécifique. Et puis enfin, interroger les processus de définition et de catégorisation du phénomène, puisque les enjeux de définition sont importants. Alors, je le disais tout au préalable, les organisations qui m'intéressent ont comporté des femmes et des hommes dans leur rang et dans ce qu'on va appeler le périmètre de l'utopisme violent, pour reprendre la formule de la chercheuse Isabelle Sommier. Mais force est de constater que ce sont les femmes qui ont davantage suscité de commentaires
et davantage concentrer les regards. Et d'ailleurs, on parle, je mets des guillemets à l'expression, on parle de femmes terroristes, mais il n'y a pas d'équivalent masculin, on ne parle jamais d'hommes terroristes, on parle de terroristes tout court. Mais quand on précise le genre, c'est pour parler des femmes. Ça montre bien que le masculin reste le point de référence, et je pense que là, on peut tout à fait faire un parallèle avec la question de l'accès des femmes à la violence légale. On parle de femmes militaires, de femmes gendarmes, de femmes policières. On ne dit jamais les hommes policiers, on va dire les policiers, les militaires ou les gendarmes. Donc, quand le sexe des protagonistes est commenté, c'est parce qu'il est féminin. Et cela n'est pas une surprise au regard de du poids des normes de genre, et notamment d'une supposée nature féminine qui a historiquement et culturellement renvoyé les femmes en dehors de l'accès à la violence, et qui pose la question de l'existence des femmes comme de sujets politiques. Je vous ai mis ici quelques-uns des visages des protagonistes qui m'intéressent tout au long du XXe siècle. Même pour Vera Finier, on remonte un petit peu à la fin du XIXe siècle, donc mouvement nihiliste russe qui a commis plusieurs attentats contre le pouvoir militaire et le pouvoir tsariste, et l'une de ses animatrices qui est Vera Finier, que vous avez ici. Nous allons voyager en tout cas un petit peu à travers la planète, mais ça va être un voyage bien évidemment partial et un survol très rapide. Mais en tout cas, celles qui, au sens propre du terme, entendent se battre pour des idées en faisant le choix de l'illégalité, eh bien, transgressent effectivement ces normes pénales et ces normes de genre. Et il y a 3 tendances qui vont m'intéresser, et je vous montre quelques-unes des images de ces femmes. Brigade rouge italienne, ici c'est lors d'un procès au début des années 1980 où à l'époque les accusés étaient dans des cages avec des barreaux, et au départ les femmes et les hommes étaient mélangés dans les cages, et puis cela a suscité, causé visiblement quelques troubles dans l'enceinte du tribunal, et donc on a séparé, et on a fait des cages pour les hommes et des cages pour les femmes. On les a d'ailleurs, à l'occasion, la presse française les a surnommées les tigresses des brigades rouges, hein, donc avec cette idée de la cage et des animaux indomptables. Et puis de l'autre côté, vous avez une image, alors là, où on suppose, au regard des silhouettes, des individus de sexe féminin, donc membres de l'organisation séparatiste basque ETA, fondée au milieu des années 1970, et donc ici qui posent, masqués, en pantalon, c'est un détail important, j'y reviendrai, et armés. Et puis en Allemagne, eh bien, ces affiches de recherche de la police ouest-allemande, donc de ce qu'on a appelé une bande de bandits anarchistes, hein, si je traduis littéralement l'affiche de votre gauche, où cette organisation, donc la fraction Armée Rouge, ici est renvoyée en 1972 au nom de 2 de ses principaux animateurs et fondateurs, que sont Ulrike Meinhof, que vous avez tout en haut à gauche, et juste à sa droite, Andreas Bader, mais donc ils sont renvoyés aussi à cette figure, ce binôme de la fraction Armée Rouge. Et puis cette affiche de 1977 qui a suscité nombre de commentaires, puisque dans la deuxième moitié des années 1970, en Allemagne, il y a plus de femmes recherchées que d'hommes pour leur appartenance à la fraction Armée Rouge. Donc il y a un phénomène qui interpelle des commentateurs, les juges, les policiers, et énormément aussi les médias. On l'a aussi dans les luttes de décolonisation. Je pense à Jamila Bouaza en Algérie. Ici, c'est la reconstitution d'un attentat à la bombe dans un café d'Alger. Donc, elle porte cette petite boîte dans laquelle est une bombe factice, ici, pour les besoins de la reconstitution. Ou bien au Canada, alors un groupe éponyme mais qui n'a rien à voir, Direct Action, donc qui a mené au milieu des années 1980 une série d'attaques, notamment contre des infrastructures industrielles au nom de la défense de l'environnement, considérant que le capitalisme engendrait la destruction de l'environnement, donc Anne Hansen. Et puis également, ici j'ai choisi le portrait de Leila Khaled, donc cette photo a fait le tour du monde, a été déclinée d'une manière presque iconique, pour prendre un terme un peu contemporain, de cette femme
femme qui porte le kéfier, qui porte aussi une mitraillette et qui sourit effectivement sur cette photographie. Alors pour essayer de comprendre, au-delà des contextes à chaque fois différents, bien évidemment, et que je ne vais pas avoir l'occasion de rappeler ici dans le détail, mais des contextes spécifiques, politiques, chronologiques ou bien géographiques, on observe des permanences dans la façon dont ces femmes sont perçues, et j'en vois trois grandes tendances fortes et récurrentes qui permettent d'établir une forme de typologie des lectures de la violence politique des femmes, lectures qui ne sont pas faites par elles-mêmes, vous l'aurez compris, mais par le pouvoir auquel elles s'attaquent ou par les organes de presse. Et la première de ces tendances, qui est une tendance récurrente, c'est d'éclipser, d'invisibiliser la violence politique des femmes, c'est-à-dire de nier la capacité des femmes à être violentes, la nier ou la mettre en silence en tout cas. C'est un ressort éminemment classique qui permet de considérer chacune des femmes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant comme un cas particulier, une pionnière, une première. Donc il y a ce qu'on a aussi observé par exemple dans un tout autre registre, mais dans le domaine de la littérature, où les femmes écrivaines ont longtemps et continuent à être perçues comme une forme d'exceptionnalité et comme des nouvelles. Donc ce déni d'antériorité, c'est Delphine Naudier qui l'a montré notamment dans le cas des écrivaines, donc qui consiste à les disqualifier en réaffirmant de manière très régulière le caractère inédit de leur présence, alors que cette présence est ancienne et parallèle à celle des hommes et s'inscrit aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, dans des figures mythologiques de femmes en âme. En tout cas, d'éternelles, alors je mets des guillemets au mot pionnière, mais en tout cas d'éternelles nouvelles qui renvoient aussi à cette idée d'un impensé masculin comme point de référence du sexe légitime de la violence politique et qui rejoue en l'occurrence des stéréotypes sexués qui placent les femmes au regard d'une supposée nature différente du côté de la douceur, de la fragilité, voire même de l'immaturité et surtout du corps et de la beauté. Je vais vous montrer quelques illustrations en la matière. On a énormément de commentaires sur... je ne vous ai pas prévenu avant, mais nous allons voir quelques femmes nues dans ces images. Ce sont des images qui ont été publiées dans la presse ici française. On a énormément de commentaires sur l'apparence physique des militantes de ces organisations violentes. Je douche tout espoir de parité en la matière. Il n'y a pas de commentaires sur le physique, qu'ils soient vêtus ou dévêtus, de leurs homologues masculins. Nous n'avons pas de commentaires sur leur coiffure, sur leur démarche ou sur la couleur de leurs chaussettes, alors que du côté des femmes, celles que la presse a parfois surnommées des révoltées de charme, eh bien, il y a effectivement des allusions non masquées à une conception très ordinaire, en tout cas très normative, de ce qu'est la place des femmes. Donc vous avez ici Gudrun Ensslin pour la fraction Armée Rouge, donc qui est ici dans les colonnes de Paris Match, qui est dans les années 70-80 le premier hebdomadaire en termes de tirage en France. Et donc, point commun, qui rappelle aussi c'est la figure de l'égérie, la femme inspiratrice. L'égérie inspire mais ne pense pas par elle-même, par ailleurs. Eh bien, ces égéries sont des femmes fatales, dans les deux sens du terme, séduisantes mais aussi dangereuses, qu'on appelle par leur prénom. Vous avez Joël la terroriste pour action directe. Paris Match sera condamné pour la publication de ces images de Joël Aubron. Et puis Gudrun Ensslin, donc sa complice, position de génitif social, la complice d'un homme, d'Andreas Bader, dont elle est par ailleurs la compagne, était passée du porno à la révolte, cette image ne provenant pas d'un film pornographique, mais d'un film expérimental dans lequel elle apparaît en petite culotte, et effectivement on voit sa poitrine, et donc elle est décrite comme étant dans une pose lascive, de mœurs légères, et c'est d'autant plus grave aux yeux des journalistes et des commentateurs de l'époque, puisque Gudrun Ensslin est fille de pasteur. Donc sur le plan moral, ça fait quand même beaucoup. C'est une chute qui rappelle d'autres figures de femmes tombées auparavant. Mais en tout cas, l'idée de mœurs légères,
qui aurait précédé un engagement. Donc l'idée d'une forme de déviance morale qui précède finalement un engagement dévoyé également. Hein. Joël Aubron, qui est issu d'une famille de la bourgeoisie industrielle française, et donc elle est qualifiée de petite bourgeoise à échappement libre qui milite à Action Directe. Et ici, par ailleurs, elle a été étudiante à l'université de Vincennes, donc aujourd'hui Paris 8, mais qui, université dans les années 70, expérimentale, très ancrée aussi, marquée par les formes de contestation des années 70, et qu'a fréquenté Joël Aubron. Donc là aussi, une forme de chute et en tout cas d'égarement moral et politique. Mais ces images, si j'enlève les textes qui les accompagnent, elles rejouent le répertoire très classique de l'érotisation du corps des femmes, et en ajoutant des commentaires autour du registre du vice et de la perversion, donc un double standard pour les femmes. Il n'y a pas d'équivalent masculin là non plus. Hein. Donc un rappel à l'ordre d'une certaine façon de la disponibilité sexuelle des femmes qu'on retrouve dans d'autres titres de presse, donc titres de la gauche alternative allemande concrète, magazine dans lequel Ulrike Meinhof était éditorialiste et qu'elle a quitté, notamment en désaccord avec l'orientation, dépolitisée, et en tout cas qui rejouait des stéréotypes sexistes très forts. Hein. Donc s'il y a des germanistes dans la salle, vous verrez qu'il y a un tout petit bandeau jaune qui fait un reportage en Jordanie, à Amman, sur la gauche extra-parlementaire. Mais sinon, on est sur comment organiser des parties fines, et donc des sujets qui ont a priori peu de choses à voir avec l'objet au départ de Concrète, et qui rejoue des stéréotypes très classiques. Hein. Ici, hein, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu en choisir d'autres, mais une couverture de la série policière SAS, donc de cet espion qui est donc un homme espion qui viscéralement anticommuniste et qui lutte contre le communisme aux quatre coins du monde, et en particulier, un peu comme James Bond, surtout sur des traits de femme fatale, séductrice. Donc ici, vous avez une femme avec une mise en scène très subjective de son corps, et qui en même temps donc porte des armes. Donc cette mise en scène, elle rejoue, elle n'est pas spécifique aux femmes actrices de la violence politique, elle rejoue finalement un registre assez classique. Elle rejoue aussi des figures mythologiques dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui concourent à évacuer le caractère motivé, en tout cas l'idéologie et les motivations politiques qui sont à l'origine de ce recours à la violence, avec là aussi une double relativisation. L'idée de femmes sous influence d'abord de leurs sentiments pour des hommes, hein, avec cette figure de femme possédée par ses sentiments quand les hommes seraient du côté de la raison, donc l'idée d'une fragilité toute féminine qui les place, comme Gudrun Ensslin tout à l'heure, sa complice, hein, en position de génitif social ou bien de complémentarité criminelle au sein d'un couple. On l'a dans la criminalité ordinaire, hein, et on l'a aussi dans la culture populaire, hein, comme la figure de Bonnie and Clyde, par exemple, hein, en référence à ce couple criminel mythique de l'Amérique de la Grande Dépression. Donc de femmes qui seraient amoureuses, compagnes, maîtresses, qui auraient suivi un homme victime de leurs sentiments, et qui se seraient retrouvées dans un engrenage passionnel. Ce qui peut arriver. Mais ce qui peut arriver aux hommes aussi, mais qui n'est jamais mentionné dans la presse, et qui rejoue finalement des schémas très rassurants. Finalement, ces femmes sont là, mais elles restent de vraies femmes, entre guillemets, hein, conformes en tout cas aux prescriptions de genre. Et puis des femmes aussi sous influence de leur psychisme. Des militantes qui seraient tantôt manipulatrices et influentes, donc qui manipuleraient les hommes, ou bien, et c'est plus généralement le cas, des femmes qui seraient en proie à des vulnérabilités psychiques qui les exposent donc à une manipulation de la part d'autres hommes.
et y compris dans le cas de femmes qui occupent des places importantes dans le fonctionnement de ces organisations, à tel point qu'on a dans les journaux des titres assez... alors, est-ce que je vous les ai mis? Voilà, ici. Femmes et terroristes, des psychiatres expliquent à la une du Figaro, au lendemain de l'assassinat du patron de la firme automobile Renault. Nous n'avons pas hommes et terroristes, les psychiatres expliquent. Mais pour femmes et terroristes, on convoque des psychiatres, des psychologues experts auprès des tribunaux qui vont interroger cette menace toute féminine qu'on comprend un petit peu sous l'angle de l'ange exterminateur, de femmes qui seraient folles, perverses, sans forcément que des pathologies mentales aient été diagnostiquées, mais les experts qui sont convoqués expliquent qu'elles tuent par immaturité, par effacement du sens moral et des affects, mais plus largement par dénaturation de leur être féminin, de ces femmes qui tuent alors qu'elles devraient donner la vie. Et c'est quelque chose qui revient systématiquement dans la presse. Donc de ces perverses porteuses de mort. Nathalie Lafurie, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais au-dessus il est écrit « Le photographe était venu pour Caroline, la princesse Caroline de Monaco, dans le 16e arrondissement à Paris, qui était... au début des années 80, c'est la famille de Monaco qui fait le plus de couverture de Paris Match. Donc il y a souvent des journalistes, des photographes qui les suivent. Et donc dans le 16e arrondissement de Paris, il y a un photographe qui attend devant l'un des appartements de la princesse Caroline de Monaco. Il entend dans une rue adjacente des coups de feu. Il se précipite et il a ces clichés, donc c'est rarissime d'avoir ces images, ces clichés donc de policiers qui sont en train de ceinturer, on voit encore, il a encore son arme, Nathalie Ménigon, donc d'Action Directe, elle vient d'être désarmée, son arme est au sol, et c'est une furie parce qu'elle a vidé son chargeur sur les policiers quand son collègue masculin n'a pas tiré. Donc il y a cette idée de féminité incontrôlable, de femme incontrôlable, parce qu'une furie, on n'est pas là pour discuter avec elle, hein. C'est quelqu'un qu'il faut éventuellement diagnostiquer et enfermer, ou en tout cas empêcher de nuire. Et ça fait suite, cette photo, à un piège que les renseignements généraux avaient tendu à Action Directe, en faisant croire que Carlos, le terroriste, leur avait donné rendez-vous pour leur proposer un marché pour faire sauter le passage d'Assouan en Égypte. Donc c'était un piège, ils s'y sont rendus, ils se sont fait prendre et ils ont été arrêtés à l'issue. Mais en tout cas, ce qui concentre les commentaires ici, c'est elle, et c'est pas Jean-Marc Rouillant qui l'accompagnait, qui a été arrêté en même temps. Donc il y a cette idée de la figure du couple, je vous montrais tout à l'heure, le couple maudit, je l'évoquais tout à l'heure sans vous l'avoir montré, mais le couple maudit du terrorisme français, avec des images. Vous avez Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, donc, qui sont prises dans une fête foraine en Belgique, au début des années 1980, donc qui tirent à la carabine dans une fête foraine et qui sont présentés comme le couple maudit, donc un peu à la Bonnie and Clyde. Et puis ici, vous avez Bader avec sa compagne et inspiratrice, Gudrun Ensslin, fille de pasteur évangéliste. Donc on insiste effectivement sur cette figure, cette relativisation sentimentale d'une femme par ailleurs qui était destinée par sa trajectoire familiale à suivre un chemin de moralité, tout ce qu'il y a de plus respectable. Cette idée des femmes incontrôlables, dangereuses, elle est inscrite au panthéon des femmes fortes, des femmes vénéneuses, qui les rend d'autant plus insoupçonnables qu'elles ressemblent à des femmes ordinaires. Et c'est là aussi, c'est ça aussi qui les rend encore plus dangereuses. Et ce qui les rend encore plus dangereuses, ce serait peut-être, et c'est le dernier point de mon propos ce matin, à mettre du côté du féminisme, en tout cas une remise en cause de l'émancipation des femmes, avec cette idée qu'il faut d'abord tirer sur une femme, sinon vous êtes un homme mort, type de consigne qui est donnée aux forces de police, qui traduit l'inquiétude qui est suscitée par la potentielle dangerosité des actrices de la violence politique et qui met en scène et qui rejoue le fantasme d'une destruction au féminin, des supposés excès de l'engagement et en tout cas un ordonnancement du monde qui est construit sur un ordre du genre dans lequel les hommes et les femmes doivent être à leur place et qui rencontre des imaginaires sexués très puissants avec l'idée d'un fantasme du
du désordre des sexes, qui convoque du coup des figures mythologiques comme les Amazones, hein, qui sont remobilisées pour ces femmes, qui vont être qualifiées par la presse d'Amazone de la terreur. Donc qui rejoue ce mythe d'un peuple de femmes combattantes qui combattent les hommes, qui sont d'excellentes guerrières et qui constituent une menace pour les hommes. Alors il y a eu effectivement des peuples d'Amazone, mais il y a aussi toute une construction mythologique, hein, de femmes qui captureraient des hommes, qui les utiliseraient comme esclaves sexuels pour pouvoir se reproduire en éliminant par la suite les nouveau-nés de sexe masculin. Donc ça c'est vraiment du fantasme masculin, pour le coup, patriarcal, dans ce qu'il y a de plus caricatural. Mais en tout cas, ces Amazones, elles sont reconvoquées dans les années 70, dans une période où la deuxième vague féministe remet en cause les rapports entre les sexes, et en particulier insiste sur l'autonomie des femmes, et notamment la maîtrise de leur corps et de leur sexualité. Et je pense que c'est vraiment ce qui est en jeu ici. On met en accusation ce qu'on va appeler un érotico-gauchisme, donc un peu comme les images que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, de ces femmes donc dévêtues, et donc ces images qui sont présentées comme une forme de désordre moral, des communions érotico-révolutionnaires qui mobilisent donc des figures de femmes qui sont virilisées ou sexualisées par les armes. Les Amazones étant guidées par une reine, Pentésilée, eh bien ici nous avons Ulrike Meinhof qui est un peu présentée comme la reine des Amazones pour la fraction Armée Rouge, ou Fusako Shigenobu que je vous montrais tout à l'heure pour l'Armée Rouge japonaise, et même on pourrait le dire aussi pour Leila Khaled pour le Front populaire de libération de la Palestine. Donc cette figure des Amazones, elle résonne comme ce qu'on appelle une boucle référentielle qui revient sans arrêt, hein, c'est une manière de penser la nouveauté sans qu'elle soit nouvelle, mais en tout cas c'est finalement quelque chose de rassurant, qui rejoue le désordre des sexes, mais qui est en même temps un petit peu familier, et on joue en quelque sorte à se faire peur, tout en prenant le féminisme comme un bouc émissaire. Cette idée que dans les sociétés marquées par la deuxième vague féministe, la génération MLF pour le dire un petit peu vite, eh bien ces mouvements féministes sont en train de dénaturer les femmes. Alors on l'avait eu aussi pendant la première vague féministe, mais là on franchit un cap supplémentaire, en train de dénaturer les femmes, avec cette idée qu'il y a une forme d'indifférenciation des sexes qui est en jeu. On parle même, comme on parle de pantalons, et notamment de la banalisation des blue jeans dans les années 1970, eh bien on parle de terrorisme unisexe, hein, donc d'un vêtement, et aussi donc de cette question du terrorisme qui deviendrait une pratique dans laquelle les hommes et les femmes seraient en quelque sorte indifférenciés, donc la hantise d'une anomie sexuelle, et finalement une forme de panique morale, qui contrevient également au modèle familial traditionnel, puisque Ulrike Meinhof et Gudrun Lenslin sont toutes les deux par ailleurs mères de famille. Elles ont toutes les deux des enfants, un fils pour Gudrun Lenslin et 2 filles pour Ulrike Meinhof, et qu'elles sont donc accusées d'avoir déserté leur foyer, leur rôle de mère. Les hommes dans ces organisations qui ont des enfants, cette question n'est jamais mise sur le tapis, hein. Ce sont toujours les femmes qui sont en train de déserter. Donc l'idée de ce féminisme bouc émissaire, eh bien, qui vient être finalement bien pratique pour comprendre les causes de ce trouble que constituent ces femmes terroristes, eh bien, met en accusation, enfin en tout cas trace un parallèle entre l'usage de la violence et les revendications égalitaires qui sont jugées démesurées de la part des femmes qui chercheraient à s'approprier la force des hommes. Donc l'idée qu'il y a que les femmes terroristes seraient un excès du féminisme. Donc on a là une rhétorique de crise qui est celle de la confusion, et qui est aussi une forme d'exorcisme antiféministe assez efficace. Et je vous ai mis ici l'article d'une journaliste française très importante qui s'appelle Ménie Grégoire, qui dans les années 70 a
a tenu une émission de radio, enfin pendant plus de 15 ans, a tenu une émission de radio sur RTL, qui était une émission qu'on appellerait aujourd'hui de libre antenne, et dans lequel les auditeurs et surtout les auditrices évoquaient beaucoup de choses relatives à leur vie privée. Elle a parlé de contraception, elle a parlé du divorce à une époque où ces sujets n'étaient pas du tout les bienvenus dans les médias. Donc elle a contribué aussi à faire émerger, en tout cas à donner une visibilité médiatique à des sujets dits féminins, entre guillemets. Et puis dans les années 1980, elle signe un billet hebdomadaire dans le quotidien France Soir, et au lendemain donc de l'assassinat du patron de la firme Renault, qui est abattu par 2 femmes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais 2 femmes, Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon, elle a ce titre de ce billet, ce terrible pas que les femmes ont franchi, et elle fait le lien elle-même, qui a été une compagne de route du féminisme modéré dans les années 70, mais féminisme modéré, j'insiste. Eh bien, elle fait le lien entre la revendication d'accès des femmes à tous les métiers, y compris la police, et le fait que des femmes en viennent à tuer des hommes. Donc en disant que là, on va trop loin dans la revendication d'égalité, alors que bien évidemment c'est un raccourci et un amalgame qu'elle fait sous sa plume, mais elle réaffirme du coup, face à ces femmes dissonantes, eh bien des normes de féminin, de masculin. Elle rejoue des figures très stéréotypées de ce danger féminin qui est en jeu, et cette idée va être détournée par des militantes féministes qui vont éditer cette affiche suite à la publication par Paris Match. Donc vous retrouvez la photo de Gudrun Ensslin de ce film expérimental. Et donc ils vont occuper les locaux de Paris Match et déclarer l'état de grossesse permanent, qui donnera peut-être un jour naissance aux monstrueux et aux mutants et à tout ce qui vous fera peur, parce que, disent-elles, notre désir profond est d'ébranler votre ordre. Alors, en sociologie, on pourrait parler de forme de retournement du stigmate. Effectivement, on peut le voir comme ça. En tout cas, le fait qu'il y ait des attaques contre les féminismes est réapproprié par certaines féministes pour le détourner. Et je terminerai avec une image qui est antérieure à celle que je vous ai montrée là, pour la décennie 70, mais qui, je trouve, concentre tous les enjeux et toutes les formes de panique morale et sexuelle autour de ces femmes terroristes. Ces images, elles viennent de la performance de l'artiste suisse Wally Export, qui s'appelle Action Hause Genital Panic, donc pantalon d'action panique génitale, si on fait une traduction mot à mot. Nous sommes en 1969. Et Wally Export, eh bien, donc c'est une performance qui a été filmée, où elle rentre, donc elle porte un pantalon qui est béant au niveau de son pubis, donc on voit son sexe, avec une mitraillette, les cheveux hirsutes, pieds nus, et donc elle est dépourvue des attributs classique de séduction de la féminité. Elle n'a que son sexe et une arme, et elle rentre dans un cinéma porno en s'adressant au public masculin qui est présent, et en proposant donc aux spectateurs de venir avec elle s'ils veulent voir un sexe féminin en vrai. Donc elle vient effectivement mettre le doigt, si j'ose dire, sur ce qui est en jeu autour de la question du corps des femmes et de qui le possède, et des enjeux autour de son érotisation. Donc je vais m'arrêter là parce que le temps est échu, mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de cette dimension qui va bien au-delà de la petite période qui m'intéresse, et je pense qu'il y a des résonances aussi dans d'autres territoires et sur d'autres périodes. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour ce panorama d'une question aussi complexe en passant même par l'art qui effectivement donne parfois à voir mieux les enjeux politiques et sociaux d'une question que bien des discours plus scientifiques. Merci beaucoup Fanny. Je pense qu'on fait les questions après. Et qu'on va passer à notre prochaine. On fait les questions après comme hier. Voilà, nous avons le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir aujourd'hui la professeure d'histoire Penda Bow, qui est professeure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui en plus est ministre représentant du chef de l'État à la francophonie.
Alors, ces publications, pour l'essentiel, portent sur l'histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femme-islam, le dialogue interreligieux, les castes et la démocratie multiculturelle. En collaboration avec plusieurs institutions comme le Codécidra, dont elle a dirigé le Gender Institute en 1998 et en 2009 au Siwa, Gorey Institute, Trust Africa ou West African Research Center. Voilà. Penda Mbow dispose d'une grande expérience dans la réflexion sur les questions de démocratie, de citoyenneté et de bonne gouvernance en Afrique. Elle a participé à plusieurs études pour l'UNIFERM, le PNUD, le FUNAP, le CRDI. Elle est en outre membre des conseils d'administration d'African Monitor, BIFOR, qui s'occupe de paix dans le monde. Engagée dans la citoyenneté civile depuis plus de 20 ans, elle dirige le mouvement citoyen centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Elle fut brièvement ministre de la Culture en 2001. Merci. Quel magnifique curriculum vitae, si vous voulez en savoir plus, parce que là, je n'ai fait que donner les grands points. On pourra en discuter tout à l'heure, mais sur votre engagement plus politique. Merci, bonne idée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je commencerai tout d'abord par remercier les organisateurs de ce magnifique colloque qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui d'avoir une interaction avec vous, mais surtout d'avoir plus ample connaissance avec le Mandanaum et cette belle exposition sur les femmes, justement, qui dérangent. Lorsque j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu l'intitulé du colloque, je me suis dit, tout simplement, pourquoi ne pas parler de ma trajectoire? Parce que j'ai passé des décennies à déranger dans ma société, à déranger les hommes de mon pays, surtout les hommes qui sont à la fois dans l'élite politique et l'élite religieuse. J'ai commencé très tôt mon engagement et c'est toujours la mère qui est un peu, disons, le catalyseur. Parce que je ne supportais plus les coupures d'eau. Ma mère guettait l'eau la nuit qui devait sortir du robinet. Toute la nuit, elle ne dormait pas. Et ça m'avait révoltée. À l'époque, j'étais jeune étudiante en deuxième année histoire. Et je me dis, mais pourquoi personne ne fait rien, personne ne bouge? Et c'est comme ça qu'est parti mon engagement et ma révolte permanente. Et je me suis attaquée à beaucoup de choses. Des choses que je trouvais, des forces d'inertie, des injustices. Et il y avait deux dimensions dans mon action. La première dimension, c'était d'abord la réflexion, la recherche-action. Tout ce que je faisais, je l'argumentais à partir de connaissances. Et dans un texte qu'on vient de sortir, c'est l'action par la connaissance, que ça a été intitulé me concernant. Et le Moyen-Âge que j'ai enseigné et que j'ai étudié, le Moyen-Âge européen, occidental, ou le Moyen-Âge musulman, me sont d'une très grande utilité. Parfois, on me demande si je suis sociologue. Je dis non, je ne suis pas sociologue, mais l'histoire des structures sociales m'a beaucoup enseigné. Et en m'attaquant, par exemple, au système des castes, personne n'osait en parler. Tous les intellectuels dits castés n'osaient en parler. Ou en m'inscrivant sur la lancée de Fatima Mernissi, j'avoue que son livre, Le harem politique, le prophète et les femmes, je crois avoir été la première à l'avoir lu et ça m'a été d'une grande utilité parce que ça m'a donné l'opportunité, si vous voulez, de continuer la réflexion sur l'islam et les femmes et de faire ce qu'on appelle une approche féministe de l'islam. Mon enseignement à l'université était suivi pas seulement par mes étudiants, mais tous les étudiants de l'université. Je suis dans une période des années 90 où l'islam politique commençait à naître. Et les étudiants préparaient mes cours, c'était pour me porter la réplique tout le temps. Et j'ai même eu des collègues qui, tout à fait au début, avaient refusé mon recrutement en disant comment une femme peut enseigner l'islam dans une université. Mais j'ai surmonté tous ces obstacles par une seule chose,
aller vers la connaissance. Et développer un argumentaire qui était un argumentaire, disons, difficilement remis en cause, et ça m'a sauvée. Et j'ai commencé un travail, je dis, de déstructuration un peu. J'ai été traitée de Rushdie, d'être à la solde de la CIA, d'être à la solde de je ne sais plus quelle force étrangère, parce que être féministe, c'est porter aussi dans nos sociétés les idéaux de forces étrangères qui avaient des visées impérialistes sur nos sociétés, sur nos pays, bref. Mais j'ai continué à faire mon travail très sincèrement et je crois que j'ai eu des résultats probants. Donc, le travail à l'université consistait à une déstructuration ou, si vous voulez, de l'élaboration même de la charia, en démontrant que la charia n'était pas un dogme, au même titre que l'islam, que la charia, en fait, était une construction 2 siècles après le prophète et qu'il était possible, justement, de discuter de la charia et qu'on ne pouvait pas se limiter seulement dans nos sociétés à dire « halala » ou « halal rasulullah », Dieu a dit, le prophète a dit, alors que l'islam que nous avons reçu est un islam, si vous voulez, de normes, un islam qui était figé dans sa vision ou sa perspective un peu juridique, alors que l'islam des années, si vous voulez, de la période des Omeyyades et des Abbassides, il y avait des discussions philosophiques extrêmement intéressantes et importantes. Donc, j'ai essayé de faire ressortir tout ça à travers mes conférences, parce que j'étais très présente aussi dans les médias et mes cours. Alors, l'opposition était vive sur les questions de démocratie aussi, de droit. Une vie, ma vie est une vie perpétuelle de combat. C'est ce que j'ai essayé, en tout cas, de faire. J'aurais pu vous en parler. J'ai eu des procès avec les islamistes wahhabites dans les années 90. Je ne laissais personne indifférente. Il paraît que même dans les milieux où les hommes se retrouvaient, il y avait toujours 2 camps. Un camp qui était de mon côté, l'autre qui était contre moi. Et ils voulaient toujours se battre, en venir aux mains. Au moins, je crois avoir participé à une transformation au profit des femmes, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Maintenant, je vais parler de la femme africaine, une figure opposition changeante dans l'histoire. Hier, dans la conférence de Madame Poitou sur les théories féministes, la conférence de Patou Matisse, elle a longuement discuté, et même toute la journée, du matriarcat, en disant que le matriarcat n'existait pas. Par contre, c'est le système matrilinéaire qui était là. La femme africaine, dès le début des temps historiques, occupait une position forte dans la société, car elle fut le fondement du matriarcat. Et nous, la conception ou la compréhension que nous avons du matriarcat est très simple. Et ça continue. C'est que lorsqu'une femme quitte son plan, lorsqu'un homme quitte son clan pour aller retrouver sa femme dans son clan, c'est à partir de ce moment où nous pouvons parler de matriarcat, parce que c'est la femme elle-même, elle ne bouge pas, c'est l'homme qui va vers la femme. Et dans certaines sociétés aujourd'hui africaines, surtout certaines sociétés qui sont encore dans le système de transmission matrilinéaire, d'abord, il y a le prétendant, même s'il ne rejoint pas la famille de son épouse, le prétendant est obligé, par exemple, de donner des jours de travail à sa famille, à sa belle famille, d'envoyer des troupeaux, de donner beaucoup de son temps et de ce qu'il a de plus cher au clan de sa femme. Ça veut dire que la femme est la figure dominante dans notre société jusqu'à une période encore récente. C'est la femme, elle l'a démontré en Occident, mais c'est surtout en Afrique où la femme a découvert l'agriculture dès le néolithique, 4000 ans avant présent, et surtout elle a imposé la sédentarisation parce qu'elle ne pouvait pas tout le temps quitter un endroit à un autre pour un autre en ayant ses enfants sous les bras. Ce n'était pas possible. La femme africaine a imposé la sédentarisation et elle fut porteuse de tout le système de transmission des droits, et c'est ce qu'on appelle le système matrilinéaire. Alors, c'est la femme qui a découvert l'agriculture. La cueillette était abondante en Afrique, mais c'est elle qui a été la première à mettre une graine sous terre
et de développer cette agriculture. Mais ce qui est encore extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une identification entre la femme, la terre, Afrique-mère, l'Afrique c'est la mer, et tous les mythes fondateurs des villes, des villages, sont des mythes où la femme se trouve au centre. Quel que soit le village, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, les mythes fondateurs, la ville de Saint-Louis, c'est Mam Koumba Bang. La ville de Rufisque, ça, ce sont des villes coloniales déjà. La ville de Rufisque, c'était Mam Koumba Lamb. Vous allez à Kaolack, vous avez Mbose Koumba Djigen. Et dans la tradition africaine, si on prend par exemple le cas de la culture des Sérères, la culture du président Senghor, on le voit chanter beaucoup la femme dans ses poèmes. Dans la culture sérère, le panthéon sérère était dominé par une figure androgyne, ce qui est rare. On dira Goro Ndeusen, Ngorsen, Ndeusen. C'est-à-dire que la femme comme l'homme sont à la base justement de cette figure qui se situe au Panthéon, le dieu des Sérères. Il est à la fois femme et homme. Et ça, je crois que dans beaucoup de cultures, on ne le voit pas et on ne le connaît pas ainsi. Alors, si notre société était fondamentalement matrilinéaire, et quand on prend le cas des sources arabes, parce que l'histoire de la période qu'on appelle la période médiévale ou la période intermédiaire, selon cette histoire, nous la connaissons essentiellement à travers les sources arabes, Al-Bakri, Ibn Battuta, etc. Mais un fait est intéressant chez Al-Bakri, dans Kitab al-Mazalik, c'est-à-dire sur le livre des routiers. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans le milieu berbère, surtout à partir du commerce transsaharien. Il dit, mais dans cette société, on hérite du côté de sa mère, mais pas de son père. Pourquoi? Parce qu'il dit, on est sûr d'être le fils de sa mère, mais on n'est jamais sûr d'être le fils de son père. Et c'est ça la base de la transmission des droits par la mère. Jusqu'à présent, dans nos sociétés, et particulièrement la société sérère, où il y a une forte survivance des traditions, l'oncle maternel a plus de poids et de pouvoir que le père sur l'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait des changements? Je crois que les changements sont intervenus concernant le statut de la femme par les forces d'acculturation qui nous sont venues du système indo-européen. Le système indo-européen, parce que moi je ne dissocie pas ce qui se passe dans le Moyen-Orient de ce qui se passe en Europe, ce sont les mêmes bases civilisationnelles fondées sur le patriarcat ou le système patrilinéaire. Alors, le premier fonds d'acculturation que nous avons connu pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le fonds des religions monothéistes et particulièrement l'islam. L'islam, à travers le Sahara, à travers le commerce transsaharien, nous est arrivé dès le 8e siècle. Parce que quand il y a eu la bataille de Siffin et l'arbitrage d'Adro en 657, la communauté musulmane s'était fractionnée en 3. Et une des fractions, les Kharijites, ceux qui sont sortis, ont quitté et sont venus s'installer en Afrique du Nord, aujourd'hui dans la région de la Tripolitaine, dans les oasis du Touat et du Zap. Et quand ils se sont installés là-bas, ils ont commencé le commerce transsaharien parce qu'ils cherchaient à la fois les esclaves, le sel, mais aussi l'or qui a été déterminant dans l'organisation des empires musulmans et omeyyades. Ils sont venus chercher donc ces produits et en venant, l'Afrique de l'Ouest est le seul espace où l'islam est entré de façon pacifique, pas à travers les conquêtes ou les futuhat comme on l'a connu en Afrique du Nord, le Maghreb et d'autres pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait le commerce, mais ce commerce, ils ont introduit l'islam. Et l'islam restera un islam des élites du 8e siècle. C'est dans le Tekrour où l'islam s'est installé dès le 8e siècle, au nord du Sénégal. Et resté un islam des élites jusqu'à la deuxième moitié du 18e, mais surtout la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle. C'est à partir du 20e siècle qu'on a vu l'islam se développer chez les populations à travers les conflits religieuses dans un pays comme le Sénégal et ailleurs.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand l'islam est arrivé, il est arrivé avec son modèle de société. Et c'est ce modèle de société qui a commencé à transformer le statut de la femme. Quand on prend les premiers textes qu'on a pendant le Moyen-Âge, ces textes sur le Moyen-Âge, les femmes étaient très présentes dans les sources. Mais au fur et à mesure que l'islamisation devenait importante, les femmes disparaissaient des sources en tant que, par exemple, individus, mais on les voit dans les stratégies matrimoniales, surtout dans les tarikhs de Tombouctou, les tarikhs al-Fatah, tarikhs al-Soudan, et effectivement, les femmes commencent à perdre justement cette vision. Et le changement s'installe petit à petit. Et l'islamisation, effectivement, va transformer le statut de la femme. Si vous voulez, je reviendrai très rapidement tout à l'heure. Et la deuxième phase, justement, de cette transformation se situe au moment de la traite négrière. Les Occidentaux sont arrivés sur les côtes africaines à partir de 1445 en s'installant d'abord à Arguin. Ce sont les Portugais. Mais ils n'entraient pas à l'intérieur, ils étaient sur les côtes avec les comptoirs qui seront développés. Et les comptoirs du XVIIIe siècle, c'était les comptoirs impliqués dans la traite négrière. Et c'est ainsi que la traite négrière, avec une certaine accumulation, si vous voulez, des moyens, a commencé à développer des États sur les côtes, que ce soit le Cayor, sur la côte du Sénégal, ou encore chez les Ashantis. Et ce qui était intéressant à partir de ce moment, par exemple chez les Ashantis, la femme, au sein de ces sociétés impliquées dans la traite, on peut, par ailleurs, que l'émergence, elle commençait vraiment à perdre le pouvoir. Parce que là, vous connaissez tous l'histoire des Baoulés, les femmes Baoulées. C'est la reine Pokou qui a été à l'origine, justement, des Baoulés. Et chez les Ashantis, surtout dans la Côte d'Or, Elmina était très impliquée, le Ghana, elles ont commencé à perdre leur pouvoir parce que, avec la traite, et l'accumulation des richesses, les hommes commencent à prendre le pouvoir. Et c'est le même processus que nous allons connaître jusqu'à la colonisation et ça aura des conséquences. Par exemple, l'émergence des femmes entrepreneurs, malgré tout, on en connaît dans une île comme Gorée. Si vous allez toujours à Gorée, vous verrez la maison Victoria Albis et tant d'autres. Et à Saint-Louis, les femmes entrepreneurs étaient impliquées, elles aussi, dans la traite négrière. Elles commençaient à accumuler des richesses. Si vous lisez les mémoires d'Adanson, par exemple, vous allez avoir des éléments très intéressants. Et parmi les éléments intéressants, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand les colonisateurs sont arrivés, il a dit, nous allons pénétrer la société des femmes parce que c'est à travers les femmes que nous pourrons nous installer justement dans ces pays. Alors, il y a les femmes signares. C'est une belle histoire, l'histoire des signares. Les relations avec les colonisateurs, mais avant le colonisateur, ceux qui étaient venus pour chercher les esclaves, petit à petit, la femme va perdre sa place dans la mémoire collective au moment où l'homme se conforte dans sa domination grâce à l'agriculture des produits industriels. Quand le colonisateur est arrivé, il a fait trois choses d'ailleurs, qui ont contribué à ravaler un peu la position des femmes. D'abord, en introduisant les cultures industrielles, comme l'arachide, le cacao, le café, etc. À partir de ce moment, ce sont des cultures qui vont générer des ressources monétaires, le numéraire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui va maintenant contrôler la culture industrielle, la monnaie, au détriment de la femme qui va rester confinée dans sa culture, dans ses cultures, si vous voulez, traditionnelles, pour les condiments. Et ça, c'est une très grande différence et c'est un changement extrêmement important sur le statut et la position de la femme. Le deuxième élément, c'est la monnaie. La femme n'avait pas accès à la monnaie. Et ce sont les hommes qui ont accès à la monnaie, ils commencent à accumuler et on les forme, non seulement à l'école, mais on les forme dans les coopératives. Dans les coopératives, ils vont s'organiser. Dans les coopératives, ils auront la monnaie, l'organisation. Et c'est une première forme, si vous voulez, de conquête de ce pouvoir ou de conquérir le pouvoir qu'ils n'ont jamais eu dans la société africaine. Il faut le reconnaître. Sauf avec l'arrivée des forces d'acculturation. Donc, ça, c'est le deuxième élément, la monnaie. Et le troisième élément, je crois, c'est l'école. L'école va faire la grande différence entre l'homme et la femme.
D'abord, les Français, si on prend le cas du Sénégal, qui est l'espace où le Français a introduit en premier l'école. À Saint-Louis, vous avez l'école de Jean d'Arc, donc, mais aussi l'école des otages ou l'école des fils de chefs. On formait les hommes principalement pour seconder l'administration coloniale et pour participer à l'organisation nouvelle que Faidherbe avait mis en place dans un pays comme le Sénégal. Mais le Sénégal aussi tirait toutes les autres colonies. Je dis toujours que Dakar avait comme interland tout l'espace qui allait jusqu'à la Haute-Volta ou l'actuel Burkina Faso. Alors, petit à petit, elle perd sa place, mais elle perd aussi sa place dans la mémoire collective. Je crois que ma collègue Fatou Sow, avec les Aïcha Imam, ont écrit un livre mémorable, Ungendering Social Science, justement remettre la place, mais la mémoire collective de façon globale perd la femme, même si on a eu des éléments. Mais la femme, elle résistera. Elle a résisté d'abord à travers l'administration, je l'ai déjà dit, à travers les signards, mais elle résistera aussi, même pendant la période de la traite négrière, mais pendant la période coloniale, elle résistera de différentes manières. Mais particulièrement sur le plan politique, elle va résister. Elle va résister en tant que reine. On a les reines du Sénégal, les reines du Wallo. On a un peu partout dans l'espace africain des reines qui resteront mémorables dans l'histoire de l'Afrique. Elles vont contribuer à la résistance coloniale, mais aussi en développant des stratégies sur le plan politique pour faire face à l'administrateur, mais pour négocier pour leur propre société. On le voit à Madagascar, on va le voir chez la Anzinga, la reine du Matamba, beaucoup d'autres reines qui vont participer, qui ont une stratégie politique. Parce que la femme n'a jamais été exclue de la vie politique. Si elle n'était pas au cœur de la vie politique, c'est elle qui donnait le pouvoir. Dans certaines sociétés, on ne pouvait pas accéder au pouvoir si on n'était pas d'une lignée maternelle telle ou telle autre lignée maternelle. Au Cayor, ce sont les Fall. Il fallait absolument appartenir à une famille Fall du côté maternel, sinon on ne pouvait pas accéder au pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats avec les leaders, les chefs coutumiers traditionnels sur cette question. On dit, tel ne peut pas être Serigne de Dakar parce que sa mère n'appartient pas à telle ou telle autre famille. Donc l'homme va construire tout un arsenal de stéréotypes puisé de son contact avec le monde extérieur. Les discours féministes vont consister essentiellement à faire réémerger l'africaine des décombres de la perte de l'initiative. D'accord. Alors, on aura parmi les résistantes aussi d'autres qui sont issues de milieux très populaires, et une célèbre au Sénégal, c'est Aline Sitoé Diatta, que tout le monde connaît, en tout cas quand on connaît l'histoire du Sénégal, qui est venue de la Casamance, qui a été domestique à Dakar, mais elle a dit à un moment, comme Jeanne d'Arc, entendre des voix qui lui parlaient, et elle a porté la résistance. Finalement, elle a été déportée à Tombouctou, où il est décédé. Mon mari, qui a été longtemps directeur des archives du Sénégal, pendant plusieurs décennies, avait conduit la délégation à Tombouctou pour voir les restes et suivre les traces un peu de Aline Sitoé Diatta. Elle a été, malheureusement, elle est décédée là-bas, elle a été incarcérée en même temps que les Hamalistes qui aussi se retrouvaient là-bas, comme la seule femme parmi tous ces hommes-là. Vous voyez ce que ça peut faire comme pression. Donc, on a eu tous ces éléments. Et aujourd'hui, parmi les stéréotypes que la femme a connus à travers notre histoire, d'abord, et ça je l'ai compris moi personnellement très tôt, la prise de la parole dans l'espace public est une première forme de reconquête du pouvoir, c'est la prise de la parole dans l'espace public. Et tout a été construit pour exclure la femme de la prise de la parole et de l'espace public, la confiner dans l'espace privé. Et ce qui était important à partir de ce moment, c'est à partir de l'islam dans une société comme la nôtre. Au Mali, il faut voir ce qui se passe. Au Niger, j'ai participé à plusieurs réunions au Mali, au Niger, sur le code de la famille, etc. Mais on dira que la femme ne doit pas parler très fort, la femme doit rester à l'intérieur de la maison, etc., etc. Et on utilise l'islam justement pour construire ces stéréotypes. Et on a essayé, sur la lancée de Fatima Merlissi, de déconstruire ces stéréotypes. La femme
n'a pas droit à participer à la parole. Bon, il faut voir ce qui s'est passé dans l'islam des origines. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour développer tout cela. Mais on a essayé de confiner la femme, y compris en l'excluant de la reconquête du pouvoir, des droits politiques, en disant, en reprenant que la femme s'est exclue, l'islam interdit à la femme de faire de la politique. Mais on a eu des sociétés extrêmement résilientes et résistantes du point de vue de la femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même l'apparition des femmes en politique intervient d'abord dans les 4 communes du Sénégal, qui étaient Gorée, Rufisque, Saint-Louis, Dakar, et ces premières citoyennes qui étaient de droit français ne se mobilisèrent ni contre la polygamie, ni contre l'excision ou contre d'autres droits plus personnels et revendiquèrent le droit d'accéder à l'école au sein d'une élite urbaine, l'accès à l'école. Vous savez, les premières femmes qui ont été à l'université l'ont été en 1960 seulement. C'est Fatou Sow, c'est Henriette Diabaté de la Côte d'Ivoire. Elles ont été les premières femmes étudiantes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vrai, on sait que les femmes étaient exclues en Europe de l'université, aux États-Unis, mais il y a eu des luttes qui les ont amenées au cœur de l'université. Par contre, au Sénégal, c'était ça. Pas parce qu'on interdisait aux femmes d'aller, mais c'est parce qu'elles sont venues tardivement à l'école. Elles ont été exclues de l'école. Elles ont été exclues aussi de l'étude du Coran, parce qu'on nous dit, ah oui, bientôt, on nous dit que si la femme ne peut pas toucher le Coran, parce qu'il faut, quand elle a ses règles, c'est exclu. Alors, entre l'âge, on peut lire 5 ans jusqu'à 13 ans, ce n'est pas un temps très long. Ensuite, on vous marie, vous êtes dans un mariage. C'est l'homme qui contrôlait la connaissance et le savoir. Que ce soit le savoir religieux, le savoir de l'école française, c'était l'homme essentiellement et la fille était exclue. Et ça a été jusqu'au jour où je vous parle, c'est un combat. Heureusement, aujourd'hui, on a gagné parce que les meilleurs résultats à l'école sont les résultats des filles. Et les filles sont dans tous les domaines. Aujourd'hui, pas plus tard qu'avant-hier, on a eu deux satisfactions. Une fille qui a gagné le concours de récitation du Coran sur le plan international, mais une autre fille qui a gagné un grand prix au Canada parce qu'elle avait fait la meilleure thèse. Elle vient de l'Université de Saint-Louis. Aujourd'hui, que ce soit le concours général, partout ce sont les filles parce qu'elles savent que la seule force ou la seule forme d'émancipation réelle, c'est à travers l'école qui est le seul ascenseur social possible. Et un phénomène est en train de se passer dans nos pays, c'est que les femmes, aujourd'hui, vont à l'école, elles y restent les filles, elles se battent pour avoir les meilleurs résultats, alors que les garçons baissent les bras de plus en plus. Et ils suivent les marabouts, ils ne vont pas à l'école, ils sont dans le secteur informel, etc. Et c'est ça. Ce qui fait que la différence, nous allons vers une évolution dans les sociétés africaines, et particulièrement sénégalaises, où tôt ou tard, ce sont les femmes qu'on retrouvera dans toutes les sphères de décision parce qu'elles ont fait les meilleures études. Si on ne trouve pas encore la possibilité de les exclure d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui, elles forment l'élite principale dans nos sociétés. Alors ça, c'est un facteur essentiel. Il y a aussi les grandes mobilisations des femmes. Les femmes africaines se sont mobilisées. Aussi, il faut l'admettre, avec l'aide de la communauté internationale, à partir des différentes conférences des femmes, la femme africaine. Et je vais vous raconter une anecdote. Madame Dioronia, que beaucoup connaissent ici, elle a été ministre du Développement social au moment de la conférence de la femme pour préparer, je termine, pour préparer le sommet de Beijing. Aussitôt après cette conférence, on l'a enlevée de son poste de ministre. Je lui dis, on t'a enlevé de votre poste de ministre pour une seule raison. Les hommes étaient affolés. Moi-même, on m'avait appelé à l'expliquer ils étaient affolés de voir autant de femmes venir d'un seul coup au Sénégal. On avait Louis Mandela, toutes les femmes connues à travers l'Afrique, et ils avaient peur. Ils avaient pris peur de cette force que représentaient les femmes. Alors, vous savez, tout ce que nous faisons, nous, les femmes africaines, jusqu'à présent, va dans le sens justement de déstabiliser de plus en plus. Mais on en a besoin pour développer notre système d'individuation et de permettre justement une véritable démocratie. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais au moins ça vous donne une idée des combats que nous menons, nous les femmes africaines. Et nous sommes toujours des femmes
comment on nous appelle encore? Les forces changeantes. D'accord. Merci. Dommage. Fanny, tu as le temps de venir discuter un peu? Voilà, on a la chance. 20 minutes, ça va. Voilà, j'imagine que vous avez plein de questions. Des questions dans la salle. Allez, je me lance. Je lance une question alors. Il y en a une, pardon, on voit pas bien. Vous venez de parler des femmes qui prennent qui sont les meilleures à l'école, c'est pareil en Europe aussi, qui sont les plus diplômées. Mais on observe aussi, j'observe aussi qu'au fur et à mesure que les hommes ont moins de pouvoir parce qu'ils n'ont pas autant de connaissances, mais ils changent les règles du jeu, que ce ne soit quand même pas accessible aux femmes et que finalement le pouvoir ne soit pas accessible selon ces règles du jeu-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des... Oui, absolument. Vous savez, j'étais l'une des rares au Sénégal à avoir été contre la loi de la parité. C'était très simple, parce que j'estimais que les luttes que nous devons mener pour transformer notre société et aller vers une conclusion qui sera la parité, ces luttes ne sont pas menées. On nous amène la loi sur la parité qui a été votée, mais pas pour mettre les femmes qui se sont battues et qui ont combattu, mais c'est pour aller chercher d'autres femmes qui n'ont aucune expérience de quoi que ce soit, d'aucune lutte, pour les amener au pouvoir et avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de dire aux féministes que nous sommes... Alors, vous n'avez absolument rien à dire parce qu'on a promu les femmes. Mais, deuxième élément, ça va leur permettre de renforcer à eux, les hommes, leur véritable pouvoir. Parce que ce sont des femmes qu'ils vont encore continuer à manipuler. Elles sont tellement contentes d'accéder au pouvoir qu'elles feront tout ce qu'on leur demandera de faire. Pendant ce temps, celles qui luttent sont toujours marginalisées et les véritables combats à l'intérieur de la société, que ce soit la lutte contre la polygamie, la lutte pour l'égalité. Par exemple, la femme, la ministre qui était au vote, au moment du vote de la loi, on a eu des échanges très vifs. Et elle me disait, oui, toi, tu n'es ni homme ni femme parce qu'on ne sait pas ce que tu veux. Je dis, écoute, moi, je ne veux pas que cette loi soit portée par une ministre, quatrième épouse d'un marabout, semi-illettré, récélisée jusqu'à la moelle épinière et bardée d'or des pieds à la tête. Pour moi, ce n'est pas mon modèle de femme qui doit porter une loi sur la parité. Pendant ce temps, on ne veut plus parler de planification familiale. Pendant ce moment, on ne posera plus des questions. Et c'est ça, c'est-à-dire les changements qu'on doit apporter à la société par l'éducation, la rigueur morale et intellectuelle, on ne les portera plus. Et ça ne fait que renforcer les hommes. Et dans les coalitions politiques, parce que c'est le déclin de la politique qu'ils mettent en place, les coalitions ne sont favorables que pour les hommes, au détriment des femmes. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des questions qui s'adressent spécifiquement à Fanny Bugnon, parce qu'elle va bientôt devoir s'en aller? Donc, je vous invite à les poser d'abord. Merci. Je voulais remercier les deux intervenantes pour leur brillante contribution et plus particulièrement m'adresser à Fanny, qui nous a parlé des femmes terroristes, mais qui ne nous a pas parlé des femmes terroristes maintenant dans les mouvements que nous connaissons. Alors, bien sûr, elle a une démarche scientifique, elle nous a donné des photographies sans rentrer dans l'interprétation. Et sous-jacent, on voit bien que bon, il y a cette peur qu'on a de la femme qui sort des normes, parce que la femme, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la femme maternelle, etc. Mais est-ce qu'elle s'est penchée sur les mouvements, les extrémismes actuels
et les évolutions de ces femmes terroristes. Et j'aimerais bien l'entendre sur cette question-là. Merci. Vous allez la coincer parce que j'imagine comme historienne, elle va pas être à l'aise, mais si tu acceptes de répondre. Alors, oui, c'est bon. J'ai pas travaillé sur effectivement les questions contemporaines. On peut voir des ponts, percevoir des ponts, mais c'est compliqué de vous répondre. Les organisations, moi, sur lesquelles j'ai travaillé, que ce soit à la fin du 19e ou tout au long du 20e siècle, sont des organisations qui n'assignent pas un rôle particulier aux femmes. Et sur les mouvements qui continuent à utiliser la violence aujourd'hui, il y a toujours des mouvements de cette nature, des formes de guérilla, par exemple, qui existent, je pense notamment en Amérique latine. Mais si on pense en particulier aux formes qu'on a le plus connues en Europe ces dernières années de terrorisme islamiste, où les femmes sont très rarement mises en avant, et quand elles le sont, elles choquent énormément parce qu'elles adhèrent, en tout cas elles sont présentées comme adhérents à une idéologie qui les place sous tutelle. Donc, il y a un choc cognitif en quelque sorte, donc il y a une dissonance cognitive extrêmement forte. Et là, les groupes dont j'ai parlé, c'est pas le cas. Donc c'est compliqué de vous répondre. Par contre, la stupeur est toujours la même. En tout cas, il y a toujours ce que vous disiez, un questionnement et un étonnement supérieur lorsque des femmes sont concernées. Et là, en particulier, je pense, parce que ça c'est perçu comme étant à rebours, en tout cas de leur intérêt, en tout cas dans une logique de soumission aux hommes et à un ordre qui les considère comme inférieurs et qui les enferme dans une sphère qui est rattachée à la domesticité et à la maternité. Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. J'ai peur de ne pas pouvoir te la poser avant que tu partes. Comment est-ce qu'on peut aussi interpréter cet engagement dans le terrorisme comme une manière de contourner une impossibilité de monter dans le quart de la politique légale? Alors certaines femmes ont eu des engagements politiques et surtout syndicaux. Je pense notamment à Nathalie Ménigon, qui était employée de banque, syndiquée à la CFDT dans la période autogestionnaire de la CFDT, et où il y a eu un conflit important dans cette banque, et où l'engagement syndical est apparu comme limité, réduit, et donc qui a opéré un changement de trajectoire et de confrontation directe avec les structures de pouvoir politique et économique, mais elles sont rares. Quelques-unes, et elles ont, pour certaines d'entre elles d'ailleurs, écrit ou communiqué là-dessus. Je pense au cas d'Ulrike Meinhof, qui est vraiment intéressant. Ulrike Meinhof, elle était née en 1934. Donc ça veut dire que ce n'est pas une jeune étudiante de 20 ans dont ça serait le premier engagement, etc. Elle a en premier lieu un engagement pacifiste. Elle a effectivement milité dans les mouvements antinucléaires et pacifistes dans les années 50-60 en Allemagne de l'Ouest. Et elle a fait le constat d'un engagement bloqué. Elle est aussi féministe, en engagement parallèle à son pacifisme, mais elle considère qu'il y a effectivement un horizon politique bloqué et que la seule façon de le débloquer passe par la violence. Donc je ne sais pas si c'est contourner des portes qui se sont fermées, ou en tout cas mais certaines d'entre elles le formulent comme tel, et par la suite certaines d'entre elles vont avoir des prises de position féministes, mais d'autres vont les refuser, notamment quand elles sont traduites en justice, en demandant, en tout cas ne pas être renvoyées au fait d'être des femmes, et en disant que elles sont des combattantes au même titre que les hommes, et elles refusent d'être renvoyées à cette dimension-là, comme s'il y avait un engagement unisexe, pour reprendre le terme de l'époque, donc de s'affirmer en égal. Donc on peut y voir en tout cas
quelque chose qui s'inscrit dans une forme d'émancipation et d'affirmation de soi, même si ça se fait dans un cadre quand même très particulier, qui est un cadre qui est celui de la clandestinité, en dehors de la légalité. Mais ça fait partie des questions qui sont posées, effectivement. Merci. D'autres questions? Et j'ajoute juste que le fait qu'elle se pose comme telle a pu aussi susciter beaucoup d'interrogations. Et j'évoquais tout à l'heure cette question de la folie, des femmes incontrôlables, des furies. Il y a eu un épisode, un emballement médiatique au moment où plusieurs des militants d'Action Directe ont été arrêtés en février 1987 dans une petite ferme de Sologne où ils s'étaient planqués. Et un emballement médiatique autour d'une méprise phonétique qui, je pense, est assez révélateur de ce qui est spécifique dans la considération de ces femmes. La presse a relayé que le cartable en cuir de Georges Besse, qui avait été dérobé au moment de son assassinat en novembre 1986, avait été retrouvé dans cette ferme, découpé en morceaux et donné à manger aux hamsters que Nathalie Ménigon affectionne beaucoup. Elle affectionne les animaux, elle avait plein d'animaux, etc. Et donc, comble de l'horreur, cette femme aurait découpé la serviette de sa victime pour le donner à manger au hamster. Donc on est là sur quelque chose d'éminemment monstrueux, l'ogresse, enfin la femme extrêmement dangereuse. Sauf que il y a un journal qui s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route parce que d'abord le régime des hamsters est plutôt composé de végétaux. Et puis le cuir ne se ronge pas. C'est une matière extrêmement résistante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des serviettes ou des chaussures en cuir. En fait, cette serviette en cuir avait effectivement été découpée, mais pas pour donner à manger à des hamsters, mais pour fabriquer un holster, c'est-à-dire un étui pour une arme à feu. Mais holster, hamster, il y a eu et cette méprise phonétique a été reprise dans tous les médias sur le mode du monstrueux de ces femmes, qui méchantes, presque des sorcières, un peu, pour rebondir avec ce qu'on disait hier. En tout cas, de ces femmes menaçantes qui vont au-delà, en plus de leur engagement violent, révolutionnaire, en étant sur des dimensions pathologique et très inquiétante. Donc, il y a vraiment eu cet emballement dans tous les médias. Il y a un journal qui s'est dit, en fait, qui a expliqué l'origine de la méprise. Et c'est le seul. Donc, ça nourrit aussi ces imaginaires, ces fantasmes. De ces fantasmes. Ou Joël Aubron qui faisait des chaudrons de confiture. On s'intéresse. Il faisait des confitures en clandestinité. Donc, on se penche sur la question des chaudrons de confiture. On n'a pas d'équivalent sur les pratiques des hommes, sauf pour dire qu'ils écrivaient des tracts et qu'ils préparaient des enlèvements futurs. On rejoue une division sexuelle du travail quand même assez caricaturale. Et je vais effectivement, j'en suis désolée de devoir vous quitter car les contraintes de train m'appellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci. D'autres questions? Philippe. Alors, peut-être demander à Madame Bou, lui poser la même question qu'à Fanny sur les nouveaux mouvements extrémistes à lecture. À bientôt. Avec le rôle des femmes. Vous savez, quand j'ai eu le procès, enfin, qui a été, disons, négocié après par le calife général des Tidjanes au Sénégal, en 1992, et c'était parti, comment était partie cette histoire? C'est Eva Marie Colsec, à l'époque, c'était les débuts du SIDA, avait organisé une conférence à l'école normale où on demandait à Abessec, à un imam, moi-même, de revenir sur les religions et le SIDA. J'avais expliqué un peu que certaines pratiques en ces débuts de SIDA étaient des pratiques que nous devons vraiment revoir, que ce soit la polygamie, comment on appelle ça, le fait de prendre
comme épouse la femme d'un défunt par le petit frère, des choses comme ça. Surtout pour ceux qui nous revenaient du Congo et qui se retrouvaient dans le nord du Sénégal, dans Milia Halpoula, c'était très fréquent. Et ça, une fois qu'on a le sida, on le transmettait à ses épouses, mais à la nouvelle épouse aussi. Et le monsieur qui était décédé du sida transmet le sida à sa femme. Et ça se répandait très, très, très vite. Donc, j'ai expliqué cela. Et comme je commençais à déranger beaucoup en parlant de femmes et islam, le soir, ça a été manipulé au journal télévisé. On disait que le Coran était la parole de Dieu, que je n'avais pas le droit de me référer au Coran, etc., etc. Après, j'ai reçu des lettres de menaces de mort, j'ai été attaquée, tout ça. Et isolée. Même mes parents commençaient à être isolés dans la société. Et il y avait à l'époque, le mouvement aussi démocratique était très fort. Le mouvement démocratique m'avait soutenu. On avait trouvé des avocats dans les organisations de droits de l'homme. Quelqu'un qui nous venait même de la France, c'était Feu Eliman Khan. Et on a commencé un procès et tous les jours, je faisais la une des journaux. Et le vieux Abdou Aziz m'a appelé et on a négocié les islams. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est qu'à l'époque, il y avait Djiboka qui était le ministre de l'Intérieur. Et il avait saisi cette occasion parce que le mouvement islamiste commençait à être très puissant au Sénégal. Saisi cette occasion pour renvoyer ce qu'on appelle les Ahrul Khurouj, c'est-à-dire les gens qui nous venaient à la fois du Tchad et du Pakistan. Les mouvements islamistes avaient beaucoup infiltré le mouvement islamiste sénégalais et ils étaient là, Ahlul Khurouj, je ne sais pas qui venaient de tous ces pays-là. Si on ne connaît pas le djihadisme aujourd'hui, c'est parce que très tôt, on s'est attaqué à ces groupes dans les années 90. Et le phénomène djihadiste, vous savez, quand on connaît un peu l'histoire de l'islam, les gens se focalisent sur le Coran. Or, le Coran parle essentiellement du djihad an-nafs, c'est-à-dire le djihad qu'on fait sur sur son âme pour avoir un certain comportement. C'est plus ça qu'on retrouve dans le djihad. Mais les autres se fondent sur deux choses. Les conquêtes d'abord. Ensuite, sous forme de djihad. Ensuite, sur une expérience très intéressante, il y a un grand romancier albanais, ou je ne sais plus, qui a écrit un livre remarquable, ou Samarkand, d'Amin Malouf, mais Vladimir Baltol a écrit un roman extraordinaire sur ça. Alamout, ça s'appelle le roman. Et c'est ce vieux de la montagne, Lewis a fait un travail justement sur ce vieux de la montagne qui utilisait la terreur pour justement venir à bout des pouvoirs en place. Et c'est le vieux de la montagne qui a vécu un peu sur la période des Abbassides. Et c'est à partir de ce modèle qu'on a essayé de refaire un mouvement djihadiste. Après les terroristes qu'on a connus avec le phénomène palestinien, maintenant, on est passé de ces terroristes palestiniens, on va vers un mouvement djihadiste. Et les femmes sont impliquées dans ce mouvement. On le voit toujours avec les retours, les femmes qu'on connaît. Pas en tant que djihadistes, on les a utilisées ces dernières décennies pour porter les bombes dans des milieux comme les marchés et autres. Elles ont été exécutées en même temps qu'elles portaient, si vous voulez, la cause. Et aujourd'hui, un grand problème que rencontre la France ou les pays occidentaux, c'est le retour de ces femmes, mais surtout les enfants qui sont nés et élevés dans ces milieux-là. Chez nous, en Afrique, elles sont nombreuses. Quand on les voit avec le niqab, elles existent. Et on les a utilisées, surtout au Nigeria, dans le nord Nigeria, pour tuer. Ce sont des femmes qu'on a utilisées pour tuer. Mais elles ne sont pas peut-être toujours à l'initiative, mais elles ont été des instruments du mouvement et des hommes qui sont dans. Et un phénomène que nous ne devons pas oublier, qui est un phénomène extraordinaire, c'est quand on est allé chercher les filles de Chibok pour les amener dans le mouvement djihadiste. En faire des femmes, les utiliser comme on veut. Merci beaucoup.